Monsieur le maire, chers collègues, il y a tout juste un an, le monde suivait mi-incrédule, mi-effrayé l'évolution d'une maladie nouvelle qui progressait, semble-t-il, inexorablement. Alors, si vous voulez bien, je vais prendre quelques minutes pour tenter de retracer un an de Covid, un an d'errement et de tâtonnement. Donc, le monde découvre en janvier 2020 qu'un nouveau virus fait des ravages dans la province chinoise du Hubei. Le 24 janvier de cette même année, alors que 3 cas de coronavirus viennent d'être détectés en France, Madame Buzyn, ministre de la Santé, déclare que les risques de propagation du virus en France sont très faibles. Un mois plus tard, le 25 février, alors que l'épidémie se propage partout dans le monde, l'Italie confine une partie des régions durement touchées, en particulier le nord du pays, Olivier Véran, nouveau ministre de la Santé depuis le départ vers d'autres cieux qu'elle espérait meilleurs de Madame Buzyn, annonce carrément qu'il n'y a plus de circulation du virus en France. Il salue alors, dans ce même discours, l'action remarquable d'Agnès Buzyn et nous garantit, ce sont ces mots, que si la France en est où elle est aujourd'hui, c'est parce qu'Agnès Buzyn a une nature remarquable depuis le premier jour et qu'elle a pris le dossier à bras-le-corps. Bon, 48 heures plus tard, vous connaissez l'histoire, les premiers clusters apparaissaient en France, ainsi que les premiers décès malheureusement de la maladie. Et c'est ce même jour, monsieur le maire, que vous écriviez au préfet du Finistère pour lui dire que nous avions revu notre plan de sauvegarde, notre plan de continuation des activités, que nous étions prêts à la disposition de l'État pour gérer la pandémie qui s'annonçait. Cette position est depuis lors une constante de notre collectivité. Alors toujours le 27 février de l'année dernière, Olivier Véran indiquait à propos de la pénurie de masques qu'on sentait poindre et de tests et de gel qu'ils sont, je cite, depuis des semaines dans l'anticipation et qu'ils en garderont un temps d'avance. Quand on sait ce qui va venir, on se dit que ce monsieur, à ce moment-là, est soit dans une réalité parallèle, soit dans le déni le plus total face à l'impréparation et pire, aux carences du gouvernement dont il est membre. Dès le début du mois de mars, le 6 mars précisément, l'OMS appelle les pays à tester massivement afin d'enrayer la propagation du virus dans le monde. Le 11 mars, le 13 mars, le 16 mars, le directeur général de l'OMS dit « test, 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 tester, tester, tester ». Le président de la République prend la parole pour la première fois le 12 mars au soir. Il annonce entre autres la fermeture à partir du lundi 16 mars des écoles et des crèches. Le matin même, le ministre de l'Éducation nationale annonçait à la radio qu'il n'avait jamais été envisagé de fermer les écoles. Je vous laisse juge de la cohérence. Le 14 mars à 20h, c'est la surprise quand le Premier ministre annonce sans coup férir la fermeture des restaurants pour le soir même. Pourquoi ne pas avoir donné plus de temps? Pourquoi ne pas avoir prévenu avant? Mystère. Le 18 mars, le professeur Delfrécy, président du comité scientifique, reconnaît que la stratégie adoptée par le pouvoir est une stratégie par défaut et que le manque de tests est un vrai problème. Cela fait une semaine que l'OMS a annoncé cette doctrine sur les tests. Et alors, que fait le gouvernement? Rien, pas de stratégie sur les tests. Il faudra attendre septembre. Septembre pour que l'État mette en place une stratégie de tests massifs qui, aujourd'hui, est opérante. En comparaison, l'Allemagne a mené des tests à grande échelle dès le mois d'avril. Et nous avions des laboratoires qui n'attendaient qu'un feu vert pour se lancer dans cette question de la stratégie des tests. Je pense en particulier à notre laboratoire public, Labocea, qui, une fois que le gouvernement a mobilisé sur les tests, a été un des fers de lance du test en Bretagne. Et que dire de la stratégie sur le port du masque? Pendant tout le mois de mars, contre l'avis des experts mondiaux, le gouvernement n'a de cesse de dire aux Français que le masque n'est pas utile en population générale. Loin de moi l'idée de polémiquer sur l'absence de stock. C'est le discours qui est délétère. Il a durablement ancré dans l'esprit de certains de nos concitoyens que porter le masque ne sert à rien. Là où il aurait fallu assumer l'absence de stock tout en reconnaissant la nécessité du port du masque, le gouvernement choisit de nier l'évidence. Rappelez-vous de Madame Ndiaye, nous annonçons qu'un simple citoyen ne savait pas porter le masque. Et Monsieur Nunez, niant la pénurie alors même que le monde entier cherchait des masques, alors même que ici, nous mobilisions tous nos réseaux pour en acheter pour en munir prioritairement nos agents dans les EHPAD. Eh bien non, pas de pénurie, pas de nécessité du port du masque, nous disait-on. À la sortie du premier confinement, au mois de mai, les villes ne sont pas du tout associées. Le gouvernement ne donne aucune info sur ce sujet. Fermez le banc.
Et c'est avec le représentant local de l'État que nous prendrons le 20 juillet la décision de rendre le masque obligatoire sur certaines parties du centre-ville de Brest. Le gouvernement, lui, traînant les pieds jusqu'à la fin juillet. Il nous faudra après attendre le 2 novembre pour que le gouvernement se décide de rendre obligatoire le masque dans tous les lieux publics en France. Je vous rappelle que là aussi, en lien avec le préfet et le sous-préfet, pour une première fois en septembre, puis une seconde fois en octobre, nous avions rendu le masque obligatoire non seulement dans les lieux publics à Brest, mais également dans la plupart de la ville. Alors ça, c'était le masque. Mais alors la stratégie vaccinale, n'en parlons pas. Je ne remets pas en cause les retards de livraison des doses auxquels la France est confrontée. Il n'y a pas de dose de vaccin, il n'y a pas de dose de vaccin, c'est un fait. Par contre, sur la stratégie de déploiement du vaccin, quelle incroyable impréparation. La ville de Brest, depuis la mi-novembre, est dans l'attente de la stratégie vaccinale de l'État pour savoir si elle va être mobilisée ou pas, si on va devoir mettre à disposition des bâtiments, des salles, des gymnases. Silence radio. Début décembre, toujours rien, pas d'information. Juste avant les fêtes de fin d'année, le gouvernement fait passer le message que la vaccination se fera sans grand centre de vaccination comme cela avait été préparé pour la grippe H1N1, dont acte. La vaccination se fera en ville, chez les médecins de ville ou dans les structures hospitalières. Puis fin décembre, face à la politique qui enfle, parce que les autres pays sont partis beaucoup plus vite que la France, le gouvernement n'a de cesse de modifier sa stratégie de vaccination. Stratégie que l'on comprend avoir été conçue dans la crainte des anti-vaccins. Donc il faut que le rythme s'accélère. Et tous les 2 jours, on nous annonce une nouvelle population pouvoir avoir accès à la vaccination. Comment voulez-vous que le public réagisse? Il n'y comprend plus rien, les acteurs locaux non plus. Et là encore, revirement, vérité en décembre, mensonge en janvier, semble-t-il, puisque finalement, le 10 janvier, un dimanche soir, le gouvernement fait savoir qu'il va y avoir des centaines de centres de vaccination en France. Et donc, le représentant de l'État nous demande s'il serait possible d'utiliser l'Arena pour en faire un centre de vaccination. Alors bon, depuis 1 an, nous étions quand même rompus à la gestion erratique du gouvernement sur le sujet de la pandémie. Eh bien, vous saviez quoi? On avait prévu le coup. L'Arena était prête, il ne restait plus qu'à donner les clés, à discuter des modalités avec le préfet. Et juste au moment d'ouvrir ce nouveau centre de vaccination, on se rend compte quoi? Eh bien, que finalement, il n'y a pas assez de doses de vaccin, que ce nouveau lieu n'est non seulement pas nécessaire, mais désorganiserait la vaccination qui se fait très bien aujourd'hui avec les doses qu'il y a dans les structures hospitalières ou directement dans les EHPAD. Donc pas d'ouverture. Vous me suivez toujours parce que ça continue de plus belle. Dernier exemple en date, 21 janvier, Olivier Véran nous annonce au journal télévisé que 57 millions de Français pourront être vaccinés pour la fin du mois de juillet ou du mois d'août, je ne me souviens plus très bien. Alors que le matin même, pour convaincre le Sénat de prolonger l'état d'urgence sanitaire, il annonçait qu'il ne serait pas possible de vacciner plus de 15 millions de personnes fragiles d'ici à l'été. Mais pour qui prend-on les Français? Au final, le gouvernement aura juste réussi à mettre toute la population en méfiance par rapport à la stratégie de vaccination. Et cacophonie aussi au niveau des écoles. Ma collègue Émilie Cuchel en parlerait bien mieux de moi. Depuis des mois, c'est l'improvisation permanente. Les protocoles sanitaires n'ont cessé de bouger au gré des décisions, ou plutôt, devrais-je dire, des indécisions ministérielles. Le masque pour les écoliers est dans un premier temps jugé inutile, puis finalement il est rendu obligatoire, et cette semaine-là, ils doivent porter des masques chirurgicaux ou de catégorie 1. Idem pour les vacances de février. On nous annonce le même jour qu'on va les allonger, puis finalement qu'on ne peut plus les allonger, puis au final, c'est plus du tout d'actualité. Cacophonie aussi au niveau des universités, je dirais même que c'est un scandale. Les classes préparatoires des grandes écoles et les BTS, qui sont dans des lycées, fonctionnent à peu près normalement. Pourquoi ce qui marche pour les classes prépa et les BTS ne marcherait pas pour le reste de l'enseignement supérieur? On marche sur la tête, le gouvernement a clairement décidé d'abandonner la jeunesse. Et pour finir, souvenez-vous de l'intervention surprise de M. Castex il y a 2 semaines, un vendredi soir, nous annonçant la fermeture de certains centres commerciaux. 2 jours de flou absolu, de stress, d'incompréhension de la part des commerçants qui ne se savaient pas s'ils étaient concernés ou pas, de la part de leurs salariés. Ça ne vous rappelle pas la fermeture des restaurants dans la même précipitation en mars de l'année d'avant? Voilà, les premiers ministres changent, mais l'impréparation demeure. Alors maintenant, ça suffit. La France a besoin d'avoir un cap dans la gestion de cette crise. Elle a besoin d'avoir un gouvernement qui pilote. À l'échelon local, on a fait notre travail, on a toujours été là, on le sera toujours, et fort heureusement, on a les meilleures relations qui soient avec les représentants locaux de l'État.
On a réussi avec eux à gérer la crise sur notre territoire, que ce soit dans les dispositifs que nous avons mis en place pour l'accueil des sans-abri à l'auberge de jeunesse, que ce soit pour le travail mené autour de l'hôpital, de la prévention et j'en passe. Ce n'est donc pas les représentants locaux de l'État qui sont en cause, mais bien les tergiversations ministérielles. Il est grand temps que le gouvernement admette qu'il a besoin des acteurs locaux dans la gestion de la crise. Il serait temps de reconnecter le national avec le local. Il serait temps de mettre fin à cette gestion amateur, à cette incompétence, à cette gestion à la petite semaine. Je vous remercie.